Marc Battard, il est guide de haute montagne, donc guide de Chamonix, et peintre. Ça résume pas tout, mais il vous en dira plus. Donc, c'est une légende vivante, dont je ne dirai pas l'âge, légende vivante de l'Himalaya, donc des Alpes, et donc, j'y suis encore plus attachée, des Pyrénées. Et tu as été surnommé le sprinter de l'Everest, et effectivement, en 1988, tu as fait l'Everest en moins de 24 heures, alors que, bon, dit-il, pour le commun des mortels, c'est 3 jours. Donc, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour nous faire partager ton expérience dans 2 associations à l'origine de la création desquelles tu es. Le premier, c'est En passant par la montagne, et la deuxième, c'est 1001 Sagarmatha. En passant par la montagne a pour vocation de permettre à des publics qui sont handicapés, entre guillemets, handicapés au sens du film Les Intouchables, c'est-à-dire c'est toutes sortes de handicaps, à ces publics-là grâce à la montagne, grâce à ce qu'ils vont arriver, grâce à ce qu'ils vont arriver à maîtriser, à faire en montagne, à surmonter ce handicap et à être un peu mieux intégrés dans la société. Voilà, tu es un exemple même de l'esprit de cordée, malgré cet aspect mouton noir qui ne quitte jamais, mais ça, vous allez bien le sentir. À toi. Ma passion de la montagne et ce que j'ai amené avec cette association En passant par la montagne. Ce qui est un lien très important, c'est que cette association En passant par la montagne a démarré grâce au soutien que j'avais demandé à Maurice André, qui nous a quittés il y a très peu de temps. Et puis aussi un soutien permanent, et je dois dire quotidien maintenant et pour de longues années, avec un très grand pianiste qui s'appelle François-René Duchable. Et justement, ces 2 grands musiciens, interprètes, sont par rapport à ce que j'ai entendu ce matin aussi, et je dois dire que j'ai beaucoup appris, donc merci de m'avoir invité, parce que franchement, voilà, c'était très, très, très enrichissant pour moi. C'est que Maurice André vient, comme vous le savez certainement, d'un milieu très modeste. Et François-René Duchable, si vous ne le savez pas, il ne vient pas d'un milieu modeste, il vient d'un milieu favorisé. Eh bien, devinez qui c'est qui est l'un des 2 les plus motivés à soutenir les jeunes en difficulté, défavorisés. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est François-René Duchable le plus engagé de tout ça. Et je dois dire qu'avec François-René Duchable, on fait des choses très importantes depuis quelques temps, en particulier depuis 2 ans. Et on a fait une première rencontre à mon initiative avec un grand théologien qui s'appelle Bernard Béré, enfin on dit Béré, mais ça s'écrit Besseret. Et puis François-René Duchable et moi-même, on fait une rencontre entre un alpiniste, un grand pianiste et un grand philosophe théologien, pour parler des choses essentielles de la vie. C'est quelque chose qui n'intéresse pas forcément nos médias, qui sont de la qualité qu'on mérite. Mais on a fait cette première rencontre à Pantin. Eh bien, sachez que ce matin, j'ai appris qu'effectivement, les jeunes avaient du mal à aller dans le 16e, mais il y a beaucoup de gens du 16e ou de Neuilly qui ont du mal à aller à Pantin. Même s'il y a François-René Duchable qui se produit à Pantin. Et tout dernièrement, on a fait une grande soirée au Théâtre de Grenoble, grâce à la motivation et à vraiment l'investissement du maire de Grenoble. Alors moi, j'étais extrêmement angoissé, 1000 fois plus angoissé que ce que je suis angoissé avec vous maintenant, parce que je ne suis pas hyper à l'aise, mais ça s'est très très bien passé. Donc c'est pas la première fois qu'on le fait, et on espère que justement, sans l'appui des médias, parce que les médias sont troublés par ce qu'on fait, enfin je veux dire, quelque part ils ont du mal à nous mettre dans une case. Récemment, par exemple, je me suis largement énervé avec quelqu'un qui est relativement jeune, puisque il aura une petite quarantaine d'années, qui a fait Sciences Po, et qui est oui, entre parenthèses, moi j'ai fait aucune école, j'ai juste un CAP. C'est une école. Et ce monsieur qui a fait Sciences Po est le directeur de la rédaction des sports du Monde. Eh bien, je l'ai rencontré parce que justement, avec François-René Duchable, nous avions été invités à conclure une semaine de l'éthique à Évry, et la ville d'Évry, avec Emmanuel Valls, qui est quelqu'un qui s'occupe de la communication de M. Hollande et qui est très fort pour ce domaine. Eh bien, nous avait fait inviter. Maintenant, je regrette un petit peu d'y être allé finalement. Donc, on avait conclu avec François-René Duchable la semaine de l'éthique à Évry, et le rédacteur en chef des sports, Stéphane Mandard, était là pour gérer la soirée. Et bien là, tout récemment, j'étais extrêmement déçu par son comportement, parce qu'il n'a pas été capable de trouver un moyen d'écrire 2-3 lignes dans ses pages sportives pour informer les sportifs qu'il est censé informer,
qui avait des choses intéressantes à aller voir avec un alpiniste, un philosophe et un pianiste. Et c'est dommage, il n'a pas ouvert une seule ligne. Il a juste eu me dit, ça concerne la musique. Bon, enfin, passons. Je vais rester dans les temps. Je suis assez bavard, mais je préfère finalement, comme tu m'as beaucoup présenté, je continuerai peut-être éventuellement à me présenter un petit peu plus après. Bon, ça, c'est un des sujets, un des points de l'association qui est très très large. Un qui n'est pas abordé dans différents films, c'est notamment un projet que j'avais moi-même encadré pendant plusieurs années avec un centre de post-cure d'ex-toxicomanes, et où il y avait des jeunes de milieux défavorisés, mais aussi où il y avait des jeunes qui venaient de milieux favorisés. Et ça, on n'en parle pas très très souvent. Pour en revenir à l'origine, en passant par la montagne, en fait, c'est une idée que j'ai eue il y a très longtemps, en 1972, quand j'ai eu mon diplôme de guide. J'ai eu la chance, en fait, d'avoir parmi mes premiers clients des éducateurs en cours de formation qui avaient choisi la montagne et l'escalade pour la connaître un petit peu et pouvoir l'utiliser dans leur travail. Et c'est là que je me suis aperçu que ce n'est pas la montagne le principal, que c'était les êtres humains. C'est la même chose, je veux dire, que des éducateurs qui veulent utiliser le cirque, la musique ou différents supports. C'est vraiment le support. Et alors la montagne, effectivement, est un support très riche pour les éducateurs, pour différentes raisons. Et j'avais constaté en 1972 qu'un éducateur qui voulait vraiment utiliser la montagne, il avait une grosse difficulté. Souvent, c'est de trouver des financements, pour monter son dossier, tout ça. Mais la chose principale, c'est qu'en fin de course, il lui fallait absolument des professionnels de la montagne pour encadrer. Et que s'il n'en connaissait pas personnellement, qui n'était pas adapté au public qu'il amenait, ça pouvait amener à des catastrophes. C'est-à-dire qu'il suffisait, il prenait bien sûr son téléphone, il téléphonait à la compagnie des guides de Chamonix ou d'ailleurs, et il était obligé de tomber sur un bon guide professionnel techniquement, mais il pouvait tomber sur un guide qui pouvait aller à l'encontre du projet lui-même. Et ça, c'est très très important. Et donc l'idée de l'association, elle est venue principalement de là, et il a fallu attendre 1995 pour que je prenne que j'ai travaillé sur mon propre égoïsme pour dire à Maurice André justement qui m'aidait, parce que j'avais ça c'est une autre facette de mon parcours, mais j'avais beaucoup parce que je refusais énormément de choses par rapport aux médias, sponsors et tout, donc j'ai eu la chance d'avoir un certain nombre de mécènes dont faisait partie Maurice André, puisque je l'ai connu par l'intermédiaire de son fils Lionel, qui était un de mes clients. Et donc Maurice André était devenu un passionné de ce que je faisais, donc il m'a offert un certain nombre de concerts. Et en 1995, j'ai dit à Maurice, le prochain concert, ça sera pas pour mes expéditions, mais ça sera pour démarrer une association que j'ai envie de faire depuis très longtemps et que personne n'a montée. Parce que si des gens avaient eu cette idée avant, au lieu d'en créer une parallèle, c'est souvent le cas, il y a des associations qui font double emploi, alors que ce serait beaucoup mieux de s'allier et de se retrouver. Et bien donc on a démarré cette association, et avec une dame extraordinaire qui m'a aidé à déposer les statuts. Et puis à partir de là, moi mon rôle a été de coopter des gens pour entrer dans le CA et d'utiliser cet argent et de convaincre le CA qu'il fallait vraiment construire des vraies fondations de cette association. Et les fondations ont été faites grâce aux jeunes, et notamment des jeunes qui sont venus de l'ESSEC, et on continue à avoir des jeunes qui viennent de l'ESSEC par cooptation. Et puis aussi, on a eu une des premières directrices de l'association, n'est autre que la fille de Émile Allais, le grand champion dont on vient de fêter les 100 ans. Et Émile Allais a deux filles charmantes, et notamment Karen qui a fait Subteco de Lyon, et Sébastien qui venait de l'ESSEC et Karen, en sortant des grandes écoles, sont venus chez nous en tant que salariés, salariés comme cadres, mais ils ont fait une expérience de terrain qui leur a beaucoup amené, et une fois qu'ils ont quitté l'association, ils continuent indirectement à vraiment soutenir l'association financièrement et voilà. Et puis surtout enrichir la compétence humaine et surtout professionnelle et professionnelle de l'association. Je voudrais peut-être revenir un petit peu rapidement sur mon parcours personnel pour voir un petit peu effectivement que la montagne m'a beaucoup aidé. Alors j'ai fait une sorte de CV assez spécial, c'est la première fois que je le fais comme ça. Alors j'espère que vous l'apprécierez, j'essaye de le retrouver. Voilà, ça y est.
fait, je l'ai mis en trois catégories. De 8 à 25 ans, ça s'est résumé à des fugues à partir de 8 ans. Des fugues, viols, fuite vers les efforts extrêmes, puisqu'à 14 ans, pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui connaissent Luchon, à 14 ans, j'arrivais à faire Luchon de Super-Bagnères à moins d'1 heure, à 14 ans. Ça fait 1200 mètres de dénivelé. On l'applaudit, non? Et puis, à 25 ans, pourquoi j'ai mis de 8 à 25 ans? Parce que la souffrance a démarré vraiment à 8 ans, sans savoir ce que c'était. Et à 25 ans, eh bien, une femme a changé toute ma vie. Mireille qui nous a donné 3 enfants et maintenant 6 petits-enfants. Et ça a été extraordinaire, mais pas pour elle, par contre. Et de 25 à 47 ans, eh bien, j'ai continué à fuir au travers des exploits et avec la famille. Je réalise mon premier livre, Le Sprinter de l'Everest, aux éditions de Noël. Alors là, je reviendrai justement sur cette ascension de l'Everest en moins de 24 heures, parce que je n'étais pas spécialement motivé de faire l'Everest en moins de 24 heures. Mais grâce aux alpinistes que j'ai côtoyés dans ma vie, eh bien, je me suis comparé et j'ai fini par comprendre que j'avais une chance exceptionnelle que la nature m'a donnée. Physique et physiologique. Et c'est en 1986 que j'ai compris que je pouvais faire l'Everest en moins de 24 heures. Et la motivation qui m'a amené à faire l'Everest en moins de 24 heures, ça a été justement pour faciliter l'obtention d'une carte de visite auprès des médias qui ont sauté en plein dedans. Parce que l'Everest en moins de 24 heures, c'est quelque chose de facile à communiquer. Alors qu'au même moment, la même année, j'avais fait la plus grande ascension que j'ai fait dans ma carrière de montagne, mais ça ne dit rien à personne, sauf les alpinistes comme Christine, c'est le pilier ouest du Makalu en solitaire. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous connaît le pilier ouest du Makalu? Je ne pense pas beaucoup. Et effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de médias qui se sont fatigués à vous enseigner ce que c'était le Makalu. Et en particulier Nicolas Hulot, que je connais très très bien, qui est bien gentil, mais bon, pas très courageux. Et justement, quand il m'avait fait un coup de chapeau pour parler de l'Everest en moins de 24 heures, effectivement, moi, mon rôle, c'était de dire, mais j'ai fait le Makalu, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus difficile. Et lui, il revenait en disant, mais il ne faut pas nous en vouloir, l'Everest, tout le monde connaît, enfin bon, dans la facilité. Voilà. Donc, effectivement, d'avoir fait l'Everest en moins de 24 heures sans oxygène m'a permis d'avoir une carte de visite incontournable. Et qui m'a beaucoup aidé pour trouver des partenaires, pour que ce soit l'association, motiver. Parce que la rencontre avec François-René Duchâble a été grâce aussi à cet Everest en moins de 24 heures, puisque un de mes sponsors que j'avais était une entreprise qui habitait dans sa petite commune au bord du lac d'Annecy. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et en 88, François-René était dans une passe très difficile, qui a duré pas mal d'années. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je continuerai. Et alors voilà, après j'ai créé l'association En passant par la montagne, donc en 1995. Et puis en 90, je suis reparti à l'Everest avec, fort de cette expérience d'avoir fait l'Everest en moins de 24 heures sans oxygène. Ça m'a permis de mieux me connaître. Et finalement, j'ai eu un objectif que je n'ai pas réussi jusqu'au bout, c'était de refaire l'Everest sans oxygène, ce que j'ai réussi. Mais mon objectif avait été de bivouaquer au sommet de l'Everest pour pouvoir être au sommet du Lhotse, qui est à côté, qui est le 3e sommet du monde, le même jour. Et j'ai renoncé au sommet même de l'Everest pour des raisons de sécurité. Et mon sponsor que j'avais à cette époque, c'était Usinor Sassilor, qui s'appelle maintenant ArcelorMittal, et qui m'avait sponsorisé en interne, en communication interne, pour la motivation de l'entreprise. Et ils ont beaucoup aimé d'avoir pris le risque d'accompagner un alpiniste dans son aventure, mais ils ont surtout apprécié la beauté du renoncement que j'avais eu au sommet de l'Everest, qui n'avait pas été du tout médiatisé, parce que c'était assez compliqué pour les médias de vraiment en faire une grande valeur, parce que souvent il y a des renoncements qui sont beaucoup plus beaux que des réussites. Et là, le Usinor Sassilor m'a permis de mettre un pied dans l'entreprise. Et depuis, je fais régulièrement des interventions sur la sensibilisation à la sécurité dans l'entreprise. Et ça m'a beaucoup amené. Et puis aussi, comme la vie est faite de rencontres et de chances, eh bien, j'ai eu la chance aussi, inconsciemment, de refuser d'être professeur à l'École nationale de guide à Chamonix, ce qui m'a permis maintenant d'avoir beaucoup plus de recul par rapport aux erreurs que l'on fait dans notre métier. Parce qu'on a malheureusement, dans notre métier de guide, que je connais très très bien, puisque je l'ai quand même exercé pendant 30 ans, eh bien, la fâcheuse tendance à dire « nous sommes les meilleurs ». Effectivement, l'école de guide de Chamonix est considérée comme une des meilleures écoles du monde. Effectivement, techniquement, il n'y a pas de problème. Mais sur le plan de la prévention sécurité, on n'est vraiment pas les meilleurs.
pas les meilleurs. Et là, il y a vraiment un gros travail à faire. Et peut-être que dans les mois et les années qui viennent, je vais peut-être faire un beau travail grâce à la motivation personnelle du maire de Grenoble, qui est quelqu'un motivé par la montagne et le milieu de la montagne, et qui est sensibilisé au fait que trop de guides de haute montagne, et ça vous le savez par le travers des médias, beaucoup trop de guides de haute montagne et de moniteurs de ski sont pris dans des avalanches hors piste. Et donc il y a tout un système perverse qui est vraiment très très fort. Et là, pour se remettre en question, c'est pas évident. Et la profession a du mal à se remettre en question. Et puis la dernière phase de mon CV, j'ai pris de 47 ans à 60 ans. Donc Christine vous l'a déjà dit, effectivement, j'ai eu un chemin très très long pour enfin comprendre que j'étais tout simplement homosexuel. Et contrairement justement la sortie des cimes que Christine vous a parlé, eh bien à la réédition de ce livre, qui est sorti en plusieurs langues, eh bien, à la réédition de ce livre, j'ai rajouté une page grâce et à cause des commentaires de certains personnages comme M. Claude Bébéard, que vous connaissez certainement, je pense, ou M. Bernard Accoyer. Je crois que quelqu'un ici le connaît bien, et qui ont eu des comportements, ça ne m'empêche pas d'avoir toujours des rapports avec eux, mais distants, mais des comportements homophobes, alors qu'ils ne se considèrent certainement pas homophobes, mais ils ont une démarche homophobe. Et donc j'ai rajouté une page bien claire dans la réédition de ce livre. Voilà. Alors si jamais ça vous intéresse de lire ce livre, regardez si vous êtes sur la deuxième édition ou première édition, parce que ce livre actuellement ne se trouve que sur Internet. Il sera réédité aux éditions du Rocher très, très prochainement. Et puis... je réalise donc ce livre qui a été vraiment un deuxième Everest. Faire la sortie des cimes, ça a été un deuxième Everest. Et je dois dire que ce livre, je l'ai fait avec l'accord de mes enfants et la motivation de Sébastien Henry, qui est ce jeune qui sortait de l'ESSEC et qui a dirigé l'association En passant par la montagne. Parce que quand j'ai décidé de faire ce livre, La sortie des cimes, et que j'ai décidé de sortir du placard, eh bien, j'avais deux priorités. C'était mes enfants et l'association En passant par la montagne. Donc mes enfants, ça s'est très très bien passé. Mais l'association En passant par la montagne, quand j'en ai parlé au directeur Sébastien Henry, eh bien, il m'a dit mais si tu as l'envie et le courage, ce serait bien que tu en parles. Et moi, j'avais peur que, justement, ça soit interprété comme... Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame entre l'homosexualité et la pédophilie. Donc, quand vous avez monté une association qui s'occupe de jeunes en difficulté, eh bien, j'avais pas envie de mettre en difficulté l'association. Et c'est le directeur même de l'association qui m'a motivé de parler de mon homosexualité dans ce livre. Et puis après, eh bien, j'ai créé une autre association parce que quand j'ai quitté la montagne, j'avais encore ma plus jeune fille à élever et il fallait que je continue à travailler. Et j'ai quitté mon métier de guide pour aller à Paris pour reprendre la peinture que j'avais en fait commencé à l'adolescence et que j'avais interrompu par le fait que j'étais en difficulté personnelle. Et que j'ai eu la chance de rencontrer la montagne qui m'a guidé pendant 30 ans. Et à Paris, eh bien, j'ai eu du mal à trouver une place de salarié quelque part parce que j'ai quand même un caractère un peu spécial. Voilà. Et donc, j'étais amené à créer une association. Et le thème de cette association, c'est de participer à toutes les actions vis-à-vis de la violence que je considère comme la pollution la plus importante qu'il puisse y avoir sur cette terre. Et voilà. Et donc, cette association 1105 matin, elle a pour but de récolter des fonds pour aider des associations qui font du très très bon travail par rapport à la violence. Et cette année, par exemple, eh bien, nous avons choisi de redonner l'argent que nous gagnons dans cette association pour l'association En passant par la montagne, uniquement sur tous les projets que l'association En passant par la montagne est habilitée à faire dans le monde carcéral. Voilà. Et moi-même, j'interviens, comme François-René Duchable, on intervient assez régulièrement dans des prisons, auprès de prisonniers. Et la dernière intervention que j'ai faite, je l'ai faite sur le thème de l'incitation à la lecture. Et donc ça m'est très facile de trouver un lien pour motiver des détenus de tout âge à trouver un moyen de trouver une motivation, à passer leur temps à lire. Et c'était vraiment franchement passionnant.